Nous sommes jeudi, c'est l'acte 4 de votre rendez-vous Le Grand Talk. Bonsoir et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bonsoir à ceux qui nous regardent à la maison, entre amis, qui nous regardent même sur Internet. Bonsoir et merci à tout le monde. Sur le plateau ce soir, je suis en compagnie d'Élisée. Bonsoir Élisée, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien et vous-même? Ça va très très bien. Isabelle, bonsoir, comment ça va? Salut Brice, c'est Céline. Bonsoir chez vous, je vais super bien. Salut les gens chez eux. Sa Majesté Daouda est avec nous. Bonsoir Daouda. Bonsoir Brice, comment tu vas toi-même? Ça va, je vais bien, Okay, merci super. Daouda, vous êtes gentil. Bonsoir Sarah. Bonsoir Brice. Vous allez bien Sarah? Super, merci bien. beaucoup. L'équipe est au complet. Nous sommes ce soir sous la réalisation d'Eliane Lago, qui en souhaite un prompt rétablissement, qui tient quand même. C'est le devoir de la tâche. Très très bien, merci. Les amis, on va évoquer le point 1. Ce sont les consommateurs qui ont été surpris donc par les offres, on dira nouvelles et pas que. Daouda a été très surpris cet après-midi. Et bien la raison, on parle de ce conseil de régulation donc de l'autorité de régulation des télécommunications qui prend une décision le 12 janvier 2023 portant encadrement des offres de services sur le marché de détail de la téléphonie mobile. Et Élisée Bouloubeu, cette décision rentre en vigueur 2 mois après. 2 mois après. Ouais, 2 mois Donc là, elle commence déjà à faire un peu grincer les dents. Oui, elle commence à faire grincer les dents. Je note déjà que, bon, pour nos téléspectateurs, il est bien quand même de situer le contexte. Très bien. Voilà, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, la RTCI, a pris donc cette disposition-là dans le but, selon les retours qu'on a de certains responsables, vraiment de protéger déjà les consommateurs vis-à-vis des offres que leur font les sociétés de téléphonie mobile. Et donc, dans ce cadre-là, il était question que, contrairement à ce qui se faisait par le passé, à savoir quand on a des datas à disposition et qu'on n'arrivait pas à les consommer dans le délai prescrit, on perdait les datas, c'est-à-dire ce qu'on n'avait pas pu consommer. Donc, le régulateur a estimé que non, si on n'a pas pu consommer dans le délai imparti, il est du devoir de l'opérateur de permettre au client de continuer de bénéficier de ces datas parce que c'est ce qu'il a acheté en fait. Donc, OK, il a pris cette disposition et en contrepartie, les opérateurs de téléphonie mobile ont estimé, OK, que c'est le régulateur, c'est lui qui organise le secteur. Mais ceci ne leur permettait pas en réalité de pouvoir couvrir aussi un certain nombre de leurs charges en réalité. Donc, du coup, eux, ils décident de respecter cette mesure, c'est-à-dire si les datas ne sont pas finies, qu'on permette que ces datas continuent de courir, mais à contrario, maintenant, au lieu, par exemple, quand on vous offre un data, c'est un exemple que je prends, peut-être 5 gigas à 5 000, désormais, vous aurez peut-être les 5 gigas, mais plus à 5 000, ou du moins, au lieu d'avoir 5 gigas, vous aurez plutôt 3 gigas maintenant à 5 000, au lieu de 5 gigas à 5 000. Donc, du coup, on réduit les datas qui étaient disponibles selon les offres antérieures. Bien évidemment, pour les consommateurs, c'est une injustice. Ils estiment qu'ils ne sont pas suffisamment protégés. Et donc, le débat, il est ouvert. Il y a aussi le fait, Isabelle, vous me direz, il y a aussi le fait je trouvais la phrase, qu'on soit à une forme de prix plancher concernant le prix des datas. Oui, donc on est à 0, ou... alors on est à 1 franc CFA, le mégaoctet, voilà. Pour tous les opérateurs. Forme de plafonnement. Ce qui fait par exemple que si avant, pour 10 000 francs CFA, j'avais 15 gigas, aujourd'hui, pour 10 000 francs CFA, je me retrouve par exemple à 10 gigas. Très, très bien. Parce qu'il y avait également le système des bonus que Tout à certains fait. opérateurs... En fait, si vous voulez, l'RTCI en fait, a pris ces dispositions-là pour vraiment encadrer les promotions sauvages, pour vraiment encadrer en fait, le secteur dans le sens où on ne retrouvera plus, par exemple, des promotions TikTok, des promotions pour pouvoir avoir des bonus, etc., etc. Bon, moi, je pense que quand on parle quand même de vie chère, etc., c'est quelque chose qui vient mettre un peu à mal le consommateur. C'est vrai que d'une part, on gagne parce que au final, on a nos datas, même quand la période de validité arrive à son terme, on peut continuer quand même d'utiliser les datas quand on ne les a pas terminées. Mais d'autre part, quand on nous demande de payer plus pour moi, là, ça devient un peu problématique, en tout cas pour moi qui suis consommatrice. Donc en fait, si je comprends bien, dans leur souci de vouloir harmoniser les tarifs et les rendre plus lisibles pour tous, pour une meilleure compétitivité aussi entre les différents opérateurs, au final, le consommateur paye un petit peu plus. Non, mais après, est-ce que vous notez qu'il y a quand même un travail d'arbitrage de la part de la RTCI? Parce qu'en même temps que la RTCI veille aux intérêts des consommateurs, mais de cette même façon, la RTCI regarde aussi comment ces compagnies de téléphonie mobile ont besoin de fonctionner, vu qu'en plus, par exemple, de leur fonctionnement, elles ont des devoirs d'investissement. Donc si ces compagnies-là doivent fermer boutique parce qu'elles font
que la part belle aux consommateurs en se mettant en danger. Donc la RTCI prend peut-être des décisions pour essayer de contenter un peu tout le monde. Moi, je suis quand même un peu embêté quand on dit que ces compagnies-là ne vont... en gros, en fait, c'est comme si en fait, elles ne faisaient pas de bénéfices. Mais depuis des années, ces 3 compagnies de téléphonie mobile ont toujours fait des excédents en termes de bénéfices. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc, quand on vient me dire que oui, pour 10 gigas, si les données mobiles baissent, mais le prix n'a pas baissé par contre, moi, ça me gêne dans la mesure où on sait que dans ce pays-là, il fut un temps où on a payé des 4 SIM à 25 000 francs. Finalement, aujourd'hui, ces 4 SIM sont pratiquement à 0 francs. On va plus loin. Le mobile money ici en Côte d'Ivoire, si on avait expliqué à quelqu'un qu'un jour, on pouvait faire des transferts à 1%, j'allais dire, tout le monde allait crier au scandale. Mais aujourd'hui, on fait des transferts mobile money à 1 franc. Donc je veux dire, à 1%. Selon votre schéma, ils ont engrangé suffisamment de fonds pour pouvoir soutenir Pour pouvoir soutenir, parce qu'il faut... Mais il faut tenir compte aussi du fait que chaque année, hier on parlait d'intelligence artificielle, chaque année il y a une forme de renouvellement du matériel, une forme de renouvellement de la technologie. Là par exemple, de ce que je sais, c'est que pour la CAN par exemple, ils ont reçu injonction de tous passer à la 5G pendant la CAN. Oui. Donc ça demande de l'investissement. Même si ça demande, Brice, même si ça demande de l'investissement, mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les gens consomment beaucoup de data. Donc, tu parlais tout à l'heure de notion de vie chère. Nous sommes dans un contexte de vie chère où il faut prendre en compte certaines réalités. Je ne sais pas, peut-être que cette technologie, peut-être qu'elle vient aussi d'Ukraine ou de Russie, mais j'estime que pour la data, où tout le monde, quand on regarde, on est en train de se battre pour qu'il y ait les nouvelles technologies un peu partout en Côte d'Ivoire. Tu parlais justement d'intelligence artificielle. Mais pour faire la promotion de cette nouvelle étude-là, il faut permettre au plus grand nombre de pouvoir en bénéficier. Mais si tout le monde ne peut pas en bénéficier, c'est vrai que moi-même, je n'aime pas trop les passes sociaux, pas ceci, pas cela. Mais j'avoue que pour le prix qui a été donné maintenant, c'est l'accès à tous les enfants de ce pays-là, ce n'est pas équitable. Mais donc, vous n'avez pas l'impression que c'est le chat qui se mord la queue? Parce que vous dites en même temps, vous aimeriez que tout le monde puisse avoir accès à la technologie, mais pour pouvoir implanter des pylônes à Pau-Bouin ou dans votre village à Zieux-Noula, on a besoin d'investir. Donc pour ça, il faut augmenter le prix des data actuellement dans un contexte de vie chère où les gens n'arrivent pas à manger convenablement. Je pose la question à tout le monde. On est dans un contexte de vie chère. L'inflation est en train de continuer. On ne sait même pas à quel moment on va s'en sortir. Est-ce qu'il faut augmenter la data? Quand on sait que depuis l'implantation des 3 maisons de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire, jamais, je dis bien au grand jamais, elles n'ont fait de mauvais bénéfices. Je vais demander à Élisée ce qu'ils en pensent, et à Sarah et à Isabelle. Mais là, quand on vous entend, j'ai l'impression que vous pointez du doigt les opérateurs de téléphonie mobile, mais je pense que c'est une décision qui vient du régulateur. Bon, moi, c'est un peu là que je devais arriver. Moi, mon problème, c'est de savoir aujourd'hui, j'ai essayé, en tout cas, avant d'arriver sur le plateau, d'avoir quelques informations qui sont restées plus ou moins suspendues. Je pense que dans les heures à venir ou les jours à venir, j'aurai plus de détails. Mais ça me pose le problème de savoir comment sont fixées les tarifications, en fait. Est-ce que c'est un accord parti, c'est-à-dire entre le régulateur, qui est lui censé représenter l'État, et puis les opérateurs économiques qui sont donc ces sociétés de téléphonie mobile, ou bien c'est de façon unilatérale? Si tant est que c'est une décision qui est prise de façon collégiale, je pense que la responsabilité n'incombe pas seulement aux entreprises de téléphonie mobile. C'est une responsabilité qui est partagée. Déjà, parce que si l'État prend une décision, si l'État prend une décision qui est censée en réalité être à l'avantage des populations, mais c'est un projet qui va jusqu'au bout. Donc, on ne peut pas dire qu'on prend une décision qui est censée protéger, parce qu'en réalité, l'une des missions aussi, je crois, de l'ATC, c'est de créer les conditions, comme vous l'avez dit si bien, pour protéger aussi bien le consommateur, mais également permettre à ces opérateurs économiques-là d'être dans un environnement sain qui leur permet de développer leur business. Donc, si le régulateur prend une décision, je me dis que c'est une décision qui doit pouvoir tenir compte de ces différents paramètres-là. Donc, si aujourd'hui, nous, en tant que consommateurs, on constate que la décision semble aller à notre désavantage, c'est qu'il y a quelque part... Mais vous parlez de la décision. S'il vous plaît, on va se comprendre. Vous aurez la parole d'Aouda dans 30 secondes, je vous promets. Vous parlez de la décision, par exemple, de l'augmentation de ce qu'on appelle l'augmentation des gigas. On va en parler. Mais on parle aussi du fait que l'autorité de régulation a tapé un peu du poing sur la table pour que les fameux gigas, lorsqu'ils étaient toujours
Les data, les fameux data, lorsqu'ils étaient toujours présents et que la période de validité était passée, l'opérateur les retirait à l'époque. Oui. Donc le régulateur lui dit maintenant à l'opérateur, non, vous ne faites pas ça, vous permettez aux personnes de pouvoir conserver leurs gigas. Donc à un moment donné, il y a une forme d'équilibre que le régulateur... Attention, sur cette disposition particulière, bien que la data ne soit pas terminée, que la période de validité arrive, on ne peut plus utiliser la data pour le moment tant que la personne n'a pas rechargé encore son téléphone. Ouais. Voilà. Mais c'est déjà un pas. Avant, il perdait complètement Oui, cela. avant, il perdait complètement, mais il faut encore faudrait-il qu'il puisse avoir de l'argent pour recharger, pour pouvoir récupérer ses anciennes datas et pour que ça fasse en fait 2 datas cumulées. Mais Isabelle, comment vous faisiez avant, quand vous perdiez vos datas, vous rechargiez quand même? Oui, bien évidemment. Mais Donc je là, veux dire, on est dans un contexte, on est dans un vous contexte rechargez quand comme même vous assez rechargez avant, mais en plus, vous avez la particulier, possibilité donc de garder vos datas. Oui, Mais donc, tout à fait. c'est pas mal. C'est pas mal, mais on peut faire mieux en tout cas. Oui, je ne pense pas que ce soit une mesure. C'est plus une mesure corrective, j'ai envie de dire, parce que ce n'était pas normal qu'il y ait de la data qui soit disponible mais pas utilisable après une certaine donnée. Donc, c'est une mesure peut-être un peu corrective parce qu'il y avait peut-être un dysfonctionnement pour moi. Mais le sujet est central parce que c'est vrai qu'on peut se dire, oui, voilà, les prix, les tarifs aujourd'hui augmentent. Ces entreprises, ces opérateurs, du coup, pourront générer des bénéfices et investir dans des infrastructures pour que le plus de monde puisse avoir accès à Internet. C'est très important pour l'inclusion financière, etc. Mais est-ce que ces bénéfices seront vraiment réinvestis dans des infrastructures qui pourront permettre à plus de monde d'avoir aussi accès à Internet? C'est peut-être aussi ça la question qu'il faudrait se poser. Mais bon, on n'a pas la preuve tangible, on ne pourrait pas la voir. Mais en on tout cas, on a des espère en preuves tout cas. d'investissement quand même. On Moi, espère. On a des l'idée- preuves. c'est Je vrai termine que sur la question. Je pense que tu parles d'investissement et autres, mais je veux dire, aujourd'hui, si nous arrivons à cette situation-là, mais la faute à qui? C'est vrai que tu parles des responsabilités partagées, je suis d'accord avec ça, je partage ton avis. Mais la plus grande partie de cette faute-là incombe aux opérateurs mobiles qui ont passé des années aujourd'hui à faire du racolage au niveau marketing, en train de donner des bonus faramineux aux gens. Je dis, si tu payes 3 gigas, tu as 100%, tu as 200%, tu as 300%. Mais finalement, vous avez fini à habituer 29 millions d'habitants à cette façon, à ce style de consommation. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, le régulateur vous a épinglé, donc du jour au lendemain, vous coupez tout court, tout simplement. Pendant que... Mais Daouda, c'est un raccourci. Moi, je trouve que c'est un raccourci quand vous prenez les choses comme ça. Selon toi, peut-être. Mais je pars du principe que même le régulateur a donné un temps nécessaire d'adaptation aux opérateurs. Pourquoi ne pas donner ce temps aussi aux utilisateurs, aux consommateurs finaux que nous sommes tous sur ce plateau et derrière les petits écrans? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Vous avez la réponse? Oui, moi je voulais juste dire que, en fait, sur cet aspect. Moi, je ne tiens pas à organiser quand même. J'ai quand même à souligner que nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on débat de la question. Personne ne défend la RTCI, personne ne défend les consommateurs, il n'y a personne qui défend les sociétés de compagnie téléphonique. Nous, on mène le débat comme si on était chez vous à la maison. Exactement. Vous posez des questions, on se pose les mêmes questions. Et bien, on espère simplement qu'au sortir de ce débat, qu'on aura sur le plateau un responsable de la RTCI et pourquoi pas de compagnie de téléphonie pour pouvoir nous donner plus de détails. Mais pour l'instant, c'est un sujet d'actualité et nous, on en débat. Mais c'est surtout qu'on est tous consommateurs. Hein. Ah ben surtout, parce que nous tous, on aimerait bien avoir 1000% de bonus tous les jours. Je vous laisse terminer. Oui, la question qu'a posée Daouda mérite quand même qu'on puisse s'y pencher. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont l'impression que la décision a été prise, ou du moins leur est tombée sur la tête, alors que, quand vous avez lu le communiqué tout à l'heure, c'est une décision qui a été prise, ça a fait 2 mois et demi. Donc, on était censé aller à sa mise en application maintenant. Mais d'où vient-il que la population, tout ce temps, est restée sans être informée d'une telle décision qui, à mon sens, est une décision capitale et importante. Aujourd'hui, quand on pense, ou du moins quand on promeut la nécessité vraiment de digitaliser tous nos systèmes, c'est quelque chose qui est quand même important. Pourquoi, depuis 2 mois et demi, on n'a pas suffisamment sensibilisé ni informé au maximum les populations sur ça? Ça, c'est aussi une question qui est posée. Parce que ça nous aurait évité, certainement aujourd'hui, pour plusieurs, d'être devant une situation qu'ils appelleraient par une situation qui leur tombe sur la tête. Donc là, il y a aussi ce problème-là qui est posé. Maintenant, sur la question... C'est-à-dire entre la décision de la et sa mise en application, il y a eu 2 mois. Il y a pas 2 mois qui ont permis aux compagnies de téléphonie de pouvoir de se mettre, de se calibrer. Voilà, eux de se mettre ensemble et de chercher à comprendre et de chercher à calibrer leur offre. Mais entre-temps, les populations, elles ne savaient, beaucoup ne savaient pas. Oui, parce qu'il n'y a pas eu de communication, il n'y a pas eu de communication. C'est ça à qui la à quel faute, c'est niveau? le ministère. À tous les niveaux. D'abord, premier niveau, au niveau de l'ARTCI qui elle-même a pris cette mesure. Deuxième niveau, au niveau des opérateurs mobiles qui ont passé des années et des années à faire du racolage marketing. Il fallait commencer à baisser pour dire, bon, désormais, si tu as... Mais donc, quand vous dites du racolage marketing, j'aimerais bien que vous précisiez votre pensée. Quand vous dites, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous En dites fait, racolage marketing? tu avais utilisé le terme qui était... En fait, ils font Promotion sauvage. des promotions sauvages.
Des promotions à exagérer où tu payes juste avec 500 francs, tu as 4 gigas, tu as 5 gigas de données mobiles. Oui. Mais qui n'aimerait pas avoir 4 gigas pour 500 francs? Tout le monde. Mais maintenant, tu qualifies ça de sauvage. Maintenant qu'ils veulent venir, ils veulent faire maintenant des promotions normales. Non, je parle. Moi, je dis, on est tous ici, il y a des gens qui peuvent se l'offrir. Mais par contre, il y a des gens qui attendaient ça pour aller au cours. Quand on sait qu'aujourd'hui, nos systèmes éducatifs est basé sur le système LMD. Donc, c'est pour dire qu'il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Vous les avez habitués, je souhaite qu'on laisse un temps d'adaptation, de sorte à ce qu'ils s'habituent à payer normalement maintenant, comme c'est. Parce que la loi, c'est la loi, mais... Okay. Je pense que cette situation-là pose aussi un problème. Je pense que c'est le dernier point, moi, je pense que ça ouvre une question fondamentale concernant les compagnies de téléphonie mobile. Moi, personnellement, un vrai problème, je pense que je suis comme de nombreux Ivoiriens sur la qualité du service. Dans un premier temps, aujourd'hui, il est difficile de tenir une communication sur 5-10 minutes sans être interrompu, sans être dans une dynamique de ne même pas savoir à qui tu parles, en fait. Et ça, tout le monde s'en plaint. Depuis des semaines, depuis des mois, on n'explique à aucun Ivoirien pourquoi on se retrouve dans une telle situation. Et puis on fait comme si on était dans un état normal. Parfois, on a des communications avec des personnalités, avec des responsables, et la communication s'interrompt à un moment, tu ne sais même pas ce qui se passe. Et ça devient compliqué, ça nous cause beaucoup de préjudice, personne n'en parle. Sur la question même des datas, il arrivait parfois, on a dit par exemple, vous consommez, c'est un exemple que je donne, 5 gigas, vous avez pour un mois. Et vous vous rendez compte qu'au bout de 10 jours, vous n'avez plus de data. Alors que vous pouvez répertorier tout ce que vous avez fait avec votre téléphone. Ni téléchargement, ni rien. Et personne ne vous dira, ou du moins, vous n'avez aucun interlocuteur vers qui aller pour vous plaindre, pour qu'on vous explique pourquoi, ou qu'on vous sorte le relevé de votre consommation qui justifie qu'aujourd'hui vous avez perdu ces datas. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème. Et ça, c'est important qu'on puisse, moi je pense, le régulateur, les pouvoirs publics, puissent appeler à la table d'explication. Pourquoi pas même les parlementaires? Ils peuvent convoquer même ces sociétés de téléphone mobile. Qu'on nous explique ce qui se passe. Moi, je n'ai pas de problème avec la téléphonie mobile parce que c'est les Ivoiriens qui y travaillent. C'est nos parents qui y travaillent. Mais arrivé à un certain moment, on ne peut pas payer pour des choses qu'on n'arrive pas à utiliser. Ça aussi, c'est important. Ouais. Très bien. Moi, je vais encore une fois, je vais saisir votre appel et je vais encore une fois réitérer notre invitation à l'endroit donc des responsables, donc, en tout cas de l'autorité de régulation, parce qu'il y a un vrai besoin d'explication, vous l'avez noté, au regard des avis sur le plateau, au regard des questions, des interrogations des uns et des autres et de l'ensemble des Ivoiriens. Je pense qu'il y a un vrai besoin. Vous l'avez dit, Isabelle, la communication a peut-être manqué en amont, mais bon, en aval, on pourrait rattraper les choses en expliquant aux gens le bien fondé ou pas de certaines décisions. Je l'ai dit ou pas tout bas, pour qu'on puisse l'entendre. Merci. Voilà. Allez, nous, il est important qu'on évoque la question, qu'on parle. C'est un sujet qui touche les Ivoiriens. Et notre rôle, c'est d'évoquer ce genre de sujet sur notre plateau et pour réfléchir, pour provoquer la réflexion et trouver des solutions. C'est là, le grand talk. Bon, allez, entre-temps, on va parler quelque chose d'un peu plus festif. Pâques, c'est bientôt. Sécurisation de cette célébration, de cette fête de Pâques. Eh bien, c'est l'état-major qui a déployé environ 1400, non sinon 14 000, j'y arrive, 14 000 éléments des forces de l'ordre déployés pour la sécurisation des festivités de Pâques dans le cadre de l'opération Pakinou 2023. L'information a été rendue publique, celle-là, quand même, celle-là, rendue publique aujourd'hui par le Bureau d'information de presse des armées. Bon, on dira qu'on est de plus en plus habitué à ces déploiements des forces de défense et de sécurité pour la sécurisation donc, des célébrations. On l'a vu pour la Noël, pour le Nouvel An, pour les grandes vacances. On est safe. Élisée. Oui, c'est une mesure, comme vous l'avez si bien dit, à laquelle on commence à être plus ou moins habitué. À chaque, je dirais, grande fête ou grand mouvement de personnes, on a affaire à ce genre d'opérations-là. Et les 14 000, il serait quand même bien qu'on précise un peu la composition de ces forces-là. On a 6 000 agents de police, 6 000 gendarmes et 2 000 des militaires. Donc, qui composent donc ces 14 000 forces-là qui sont déployées dans le cadre, comme on l'a si bien dit, de l'opération Pakinou. Je pose une question qui va sembler bateau. Oui. Vous avez l'impression que ces opérations-là fonctionnent? Ben, je pense ça parce que ce qui est intéressant, ce qui est bien, et je pense que quand même c'est à saluer, c'est qu'à chaque fois, par exemple cette opération, elle part du 4 au 14 avril. Vous verrez que quand cette période va finir, il y aura un point de presse qui sera fait, on fera le bilan de cette opération de sécurisation, c'est que ça a engendré éventuellement, s'il y a eu des personnes qui ont été interpellées, on vous le dira, s'il y a eu des armes qui ont été saisies, en tout cas, on vous fera un point. Et je me dis qu'au regard de ces points qu'on a depuis quelques mois ou quelques années, on sait que cette opération marche, on peut dire que cette opération marche.
Et peut-être même qu'aujourd'hui, ça commence à devenir un réflexe même pour les citoyens de savoir qu'aujourd'hui, quand ils sont dans les périodes festives, ils peuvent vraiment se lâcher parce qu'au moins, il y a des opérations qui sont systématiquement mises en place pour assurer leur sécurité. Moi, je pense même que les 14 000, même, le fait qu'ils fassent ça à chaque fête, c'est important parce que ça nous habitue d'abord à les voir dans la rue. Parce qu'il y a eu des années ici, quand tu voyais les militaires dans la rue, tu commençais à avoir peur. Mais aujourd'hui, voir des policiers un peu partout, à tous les checkpoints, ça te sécurise, ça te permet de rester dehors pendant assez longtemps. Quand on sait que dans les périodes de fête, ce qui arrive, les gens volent les sacs à main des gens, les téléphones, il y a des agressions. Maintenant, 14 000 personnes pendant la Pâques, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé à la gare routière d'Adjamé, de Renault ou bien de la nouvelle gare, mais c'est bondé de monde et franchement, le fait que ces policiers soient là, ça va rassurer les populations qui vont converger tous sûrement vers le grand centre. En tout cas, j'espère être de la partie pour fêter là-bas. Vous en profitez. Ouais, bon. Pour moi, en tout cas, c'est hyper rassurant de savoir que nos forces de l'ordre vont sécuriser, en tout cas, à chaque fois qu'il y a des célébrations, de grands rassemblements, etc. Parce que, bon, il ne faut pas oublier aussi qu'à nos frontières, il y a des terroristes. Donc, du coup, à tout moment, on n'est pas à l'abri, en tout cas, d'une infiltration ou de quelque chose de mauvais qui pourrait arriver. Donc, moi, je trouve que c'est hyper rassurant. Et moi, en tout cas, je suis fière quand je vois, en tout cas, nos forces de l'ordre comme ça dans la rue, en tout cas bien équipés. On sent en tout cas qu'il y a une volonté manifeste de l'État de vraiment gagner la confiance des populations vis-à-vis des forces de l'ordre et vice-versa. Vu qu'on parle de sécurité, un petit moment de sensibilisation. Vous le savez, Paquinou, c'est également synonyme de déplacement, de grands déplacements, de déplacement de personnes, de sécurité routière. Donc c'est un moment pour inviter les uns et les autres à la prudence sur les routes. Souvent même quand vous êtes prudent, il faut recommander la prudence à celui qui vient en face, parce que ça ne sert à rien d'être prudent quand l'autre en face ne l'est pas. Donc vraiment à l'ensemble des usagers, beaucoup de prudence. C'est vrai pour les compagnies de transport en commun, c'est comme ça qu'on dit, hein, les cars. L'objectif, c'est d'avoir le maximum de clients. Le maximum de rotation. Mais bon, il faut rappeler à vous, s'il y a des rotations à faire au niveau des chauffeurs, vérification de votre matériel roulant, c'est important parce que vous avez la vie des gens, des personnes entre vos mains. Et vous imaginez, souvent, il y a 4-5 personnes, souvent de même famille qui voyagent dans le même car. Quand on a ça en mémoire, on devrait faire plus attention. On doit même faire plus attention. Oui, mais Brice, ce que tu dis est tellement important et je t'en félicite d'ailleurs. Mais en même temps, ça me permet de profiter. Oui, je t'en félicite d'ailleurs. En même temps, ça me permet de profiter aussi d'interpeller les transporteurs en commun. Parce que peut-être certains ne le savent pas. Mais depuis un certain moment, surtout à l'issue du grave accident qui a eu lieu à l'entrée de Yamoussoukro au début janvier, il y a des dispositions, en tout cas des mesures, je dirais, corsées que le gouvernement a prises. Donc aujourd'hui, ce n'est pas juste de dire comme par le passé, bon, on a fini de faire un accident, ça passe par perdre tes profits et puis la vie continue. Plus jamais ça. On peut même fermer ta compagnie, on peut même réquisitionner tous vos cas. Donc aujourd'hui, il est bon que les transporteurs sachent que ce n'est plus comme par le passé où on pouvait faire ce qu'on a envie de faire et puis bon, tout passe par perdre tes profits. Ils sont sous une menace, donc c'est important qu'ils soient vraiment vigilants. C'est bien de faire des rotations, mais si on pense, ou du moins si on n'a pas les capacités de faire des rotations, mieux vaut s'en abstenir. Et surtout, pensez, comme Brice l'a dit, que c'est des vies humaines qu'on a dans nos camions. Ce n'est pas juste des objets. Et ça, c'est important. C'est ça. À côté de cela, on va aussi penser aux populations. C'est vrai qu'on a parlé de sécurisation tout à l'heure. Pour éviter des conflits inutiles, vous vous déplacez. Il faut partir avec vos papiers. Parce qu'on a les contrôles, on trouve que les forces de police sont dans le harcèlement, sont dans beaucoup de situations difficiles. Mais quand vous vous faites Abidjan, Béoumi, sans aucun document administratif, bon, à un moment donné, quand on vous dit descendez du car, le car va continuer, on trouve que le policier est méchant. Donc vous voyagez, prenez la disposition, il y aura certainement des contrôles. Ce n'est pas forcément contre vous, mais des contrôles pour pouvoir sécuriser donc, la célébration. Donc il faut vous munir du minimum. Vos permis de conduire quand vous vous déplacez, c'est important. Au volant surtout. Oui. Voilà. L'alcool au volant, vous sortez d'une fête, d'un Paquinou très arrosé quelque part dans un village pour rejoindre une ville. Vous pourrez être contrôlé, donc il faut faire attention, s'il vous plaît. Mais au passage, même là, sur l'autoroute, je pense que le Kipix a lancé une opération désormais parce que pour ceux qui roulent dans n'importe quel sens, si avec tous les conseils qui ont été donnés, vous ne voulez pas écouter, c'est sûr que d'Abidjan à Boaké ou bien à Botro, Diabo, vous allez perdre les 12 points. Et là, vous risquez de ne pas rouler. Parce que oui, ils ont véritablement commencé à enlever les points aux gens. Voilà. Vous connaissez Paquinou? Non.
Très bien. On aura l'occasion de vous expliquer. T'inquiète, je t'accompagne Daouda avec moi à Boaké. Daouda qui est en train de militer depuis pour être associé à une célébration Daouda a fait une invitation officielle. officielle. Mais je peux vous assurer que c'est une invitation qui a plané dans le désert. Elle est revenue à lui sans avoir fait un effet. Retour sur le plateau du Grand Talk et on espère que vous êtes toujours très nombreux à nous regarder. Merci d'être toujours fidèles à vos postes de télévision. Sarah, avec vous, on va évoquer votre chronique exceptionnellement aujourd'hui. C'est vrai. Merci beaucoup, Brice. De quoi parlons-nous ce soir ? De la visite de hauts responsables du gouvernement américain de ces derniers jours, derniers mois d'ailleurs. Donc voilà, je voulais donner quelques éléments et informations sur ces visites. Que sont-ils venus voir en Côte d'Ivoire ? Exactement. Donc depuis le début de l'année, l'Afrique, tout le continent africain enregistre une série de visites de responsables du gouvernement américain. Le but, renforcer les liens entre Washington et le continent. Il y a quelques semaines, c'était le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui était en visite en Éthiopie, puis au Niger. Et la semaine dernière, donc très récemment, c'était au tour de la vice-présidente américaine Kamala Harris d'entamer sa première tournée dans le continent, en commençant sa visite par le Ghana, la Tanzanie, puis la Zambie. Et vous me direz donc pourquoi ? Ah non, c'est bien précis parce que... On aimerait avoir quelques éclaircissements. Exactement. Eh bien, durant sa visite, la vice-présidente a annoncé une première initiative d'un montant de 1 milliard de dollars en faveur de l'émancipation économique des femmes africaines, mais également un plan un peu plus robuste de 7 milliards de dollars qui a pour but objectif de renforcer la résilience des pays africains face aux futurs chocs climatiques. Et au total, c'est un peu plus de 27 engagements qui visent à soutenir les agriculteurs, l'agriculture intelligente et les énergies propres. Ce que l'on retient de cette visite, tout de même de ces nombreuses visites, c'est que le gouvernement américain tient clairement à rompre avec la forme de désintérêt des États-Unis sous l'ère de Trump. Pour rappel, le 11 décembre dernier, le président américain Joe Biden a organisé à Washington un sommet États-Unis-Afrique où plus de 49 dirigeants africains avaient été invités et une série d'investissements avait été annoncée dans divers secteurs. Donc tout ceci semble quand même rentrer dans le cadre d'une volonté de développer des partenariats économiques stratégiques avec le continent. Et depuis quelques années, on peut se l'avouer que l'Afrique est le théâtre d'une compétition grandissante entre les puissances mondiales. Au cours des 2 dernières décennies, on a bien vu la Chine qui a effectivement beaucoup investi sur le continent, notamment dans le secteur des infrastructures, dans divers autres secteurs. Et la Russie, par exemple, plutôt axé sa coopération avec le continent dans le secteur de la sécurité. Et vous me direz, bon, et la Côte d'Ivoire dans tout ça? Ah ouais, c'est clair, parce que je me disais, il était important qu'on sache à quel moment on intervenait dans l'histoire. Eh bien, Washington a également prévu un financement de 100 millions de dollars avec un décaissement de 86 millions sur 3 ans pour, alors, dit-on, soutenir les efforts de prévention des conflits et de stabilisation des pays côtiers d'Afrique de l'Ouest. Donc, on inclut évidemment dans ce plan la Côte d'Ivoire, mais également le Bénin, le Togo et la Guinée. Bon, ça ne paraît pas aussi sexy que l'émancipation économique des femmes africaines, mais en tout cas, c'est ce qui a été annoncé dans un premier temps pour les pays d'Afrique de l'Ouest, incluant la Côte d'Ivoire. On remet ou on revalorise, on redynamise les relations entre les États-Unis et l'Afrique? Oui, je pense qu'il y a vraiment une volonté de créer des partenariats stratégiques très importants, notamment avec peut-être un peu plus avec les pays anglophones dans un premier temps, peut-être la facilité de la langue, mais il y a clairement une volonté de renouer des liens et de créer des partenariats et de se positionner en fait tout simplement par rapport à d'autres pays qui n'hésitent pas depuis bien des décennies de développer ces partenariats. Merci Sarah, merci de nous permettre d'avoir un regard comme ça sur les relations entre les États-Unis et l'Afrique. On va regarder ça de très très près, pour voir jusqu'à quel moment nous sommes encore plus impactés par cette redynamisation-là des relations entre les USA et la Côte d'Ivoire.
J'ai gardé mon accent. Bon, vous me disiez tout à l'heure que vous ne savez pas vraiment ce que c'est que Paquinou. Eh bien, on va voir la réponse avec notre invité qu'on reçoit maintenant, M. Ange-Félix Ndapri. C'est un cadre baoulé. Hein, on a souhaité qu'il soit sur notre plateau aujourd'hui. Eh bien, pour nous expliquer un tout petit peu le phénomène, parce que c'est le cas de le dire, le phénomène Paquinou. Voilà, Ange-Félix Ndapri qu'on va recevoir, mesdames, messieurs. Voilà, sur notre plateau. Installez-vous, bonsoir, comment allez-vous? Maurice, je vais bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, je vous présente Sarah, D'accord. qui ne sait pas, enfin qui ne savait pas hein, jusqu'à il y a 10 minutes, ce que c'est que Paquinou. Tout le monde en parle, même la semaine de sécurité routière, bon, on va dire que c'était une coïncidence, tombe dans la célébration de Paquinou. Alors Paquinou, ce phénomène, qu'est-ce que c'est? Et alors, Paquinou, on va déjà dire que c'est l'essence de la Pâque, la fête de Pâques, qui est une fête religieuse, catholique, qui est un temps, après 40 jours quand même de pénitence, de pardon, de prière. Le week-end pascal vient justement donc consacrer la résurrection. Ça, c'est la version que nous savons tous de par les Écritures saintes. Le peuple baoulé s'est inspiré du symbole et du symbolisme de cette fête-là pour créer des conditions de retrouvailles au village. Voilà, donc c'est un moment intense pour toutes les communautés baoulées à travers la Côte d'Ivoire, mais aussi à travers le monde entier, parce que nous avons de la diaspora à l'extérieur et même de la diaspora à l'intérieur du pays. Donc nous nous retrouvons autour de cette fête de Pâques que nous avons déclinée dans notre ethnique en appelant Paquinou. Paquinou, ça part de Pâques et le nous, c'est au cœur de la Pâque. D'accord. Voilà. Moi, j'avais toujours pensé que c'était Pacanou. Mais est-ce que quelque part, c'est pas parce que dans beaucoup de villages baoulés, il y a les églises Sema, ce qui fait que la Pâque s'est retrouvée dans ce contexte-là, puisque dans ces églises-là, le culte est fait en baoulé, tout est fait en baoulé? Oui, c'est autant d'éléments. Hein. C'est aussi une explication qui est pertinente, qui a toute sa place. Il y a aussi le fait que c'est un moment, comme je l'ai dit, de retrouvailles, où on se réunit pour aborder certaines problématiques des villages. Ça peut être les questions d'éducation, les questions de santé, porter ensemble le développement du village. Parce que dans nos villages baoulés, et même dans tous les villages des groupes ethniques de Côte d'Ivoire et peut-être d'ailleurs, il y a des mutuelles de développement. Et en règle générale, on choisit cette période-là pour se retrouver au village afin d'aborder toutes ces problématiques-là. Isabelle? Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu en train d'ethniciser en fait cette fête religieuse qu'est la Pâque? Non, je ne pense pas que nous ne sommes pas en train d'ethniser cette fête-là parce que ce n'est pas incompatible avec nos présences aux célébrations officielles du jeudi saint, du vendredi saint, du samedi de Pâques, du dimanche de Pâques et même du lundi de Pâques. Donc il n'y a aucun caractère, il n'y a aucune volonté d'ethniciser cette célébration. Comme je l'ai dit, c'est juste une célébration des retrouvailles. Parce que Isabelle le dit, parce qu'on a même l'impression que souvent, les gens sont plus pressés d'aller au village, et même plutôt que d'aller même à l'église au village. Parce que c'est l'occasion de se retrouver, il y aura des danses, il y aura à manger et à Mais boire. moi, je pense que c'est des choses qui se comprennent dans la mesure où le peuple baoulé étant un peuple qui n'est pas forcément dans sa région, qui sont en région forestière, je pense que c'est le lieu pour eux de revenir au village pour se ressourcer avec ceux qui sont restés, si je ne m'abuse. Tout à fait. Moi, c'est de juste savoir pourquoi cette période est choisie pour ces retrouvailles. C'est vrai que ce n'est pas qu'on aurait pu dire qu'on pourrait le faire en décembre, on aurait pu dire qu'on pourrait le faire aussi pendant les grandes vacances. Pourquoi le choix de la périodicité de Pâques pour Paquinou? Donc, comme je l'ai dit, il y a d'abord que c'est généralement en la fin du premier trimestre de l'année ou au début du deuxième trimestre de l'année, parce que climatiquement, on n'a pas peut-être de pluie à ce moment précis-là. Okay. Il y a aussi qu'on a quand même un long week-end qui part de vendredi jusqu'à lundi. Et puis, comme je l'ai dit, s'inspirant de la symbolique de la fête religieuse de Pâques, ce moment-là a été choisi pour marquer aussi un nouveau départ pour nos communautés, pour nos villages.
Vu pour le principe, pour le principe chrétien, la fête de Pâques, quelqu'un va me dire, c'est notre 1er janvier. C'est le 1er janvier des chrétiens, donc ça commence, l'année commence. Quand vous parlez de la question climatique, en fait, vous voulez faire le rapport avec l'agriculture, c'est-à-dire avec les cultures, parce qu'on sait que le peuple baoulé, quand même, c'est un peuple qui est engagé dans les travaux, je dirais, au niveau agricole, dans les zones forestières de l'ouest et du sud-ouest et tout ça. Cette période, les travaux sont moins intenses, donc on se retrouve. Est-ce que vous voulez expliquer? Non, je fais plutôt référence à la pluie. La pluie. Voilà, je fais beaucoup plutôt C'est une référence. saison qui est un peu C'est une sèche. saison qui est un peu plus agréable. Ok, On n'a pas la pluie comme menace parce que l'objectif ici, c'est de se ressourcer, c'est de se retrouver, c'est de fêter. Et de penser également au développement, en projet de développement sur place pour les régions, pour les villages. Est-ce que ça se fait? Est-ce qu'on a peut-être constaté qu'après chaque Paquinou, les quatre se sont réunis, se sont retrouvés après avoir mangé et bu, aussi prié certainement. Il y a eu des choses qui sont nées de ces retrouvailles-là. Oui, la question du développement économique, social est très importante lors de ces retrouvailles. Et cette problématique est portée par les mutuelles. Voilà, dans chaque village, comme je l'ai dit un peu plus haut tout à l'heure, dans chaque village, vous avez une mutuelle de développement. Et le rôle de cette mutuelle de développement, c'est justement de statuer sur toutes ces questions liées à la santé, à l'éducation, à l'entrepreneuriat des jeunes, à l'autonomisation des femmes, à l'hygiène, à la sécurité. C'est autant de questions que la mutuelle se permet d'aborder et puis de proposer des solutions durables. Comment vous pas faites que ça aujourd'hui? s'éloigne Pardon, Pardon, excuse-moi. Non, Bon, pardon. Mais aujourd'hui, vous parlez des mutuelles. Et je pense qu'il y a beaucoup de cadres qui sont au niveau d'Abidjan qui vont en basse-côte. Comment est-ce que vous arrivez à aller au-delà des clivages politiques? Parce que je pense que vous n'êtes pas forcément tous du même bord politique, mais quand on regarde la situation sociopolitique, comment vous gérez tout ça au village? Ce moment-là aussi est un moment de cohésion, est un moment d'unité, de fraternité, de solidarité, de partage. Donc il n'y a pas vraiment de la place pour de l'adversité politique. Il n'y a vraiment pas de la place aussi pour des querelles. Et justement, ce moment-là, nous sert également au cas où on a traversé des difficultés, il y a eu des querelles dans la famille, il y a eu un certain nombre d'incompréhensions. C'est aussi l'occasion qui nous est donnée d'aplanir toutes ces divergences, toutes ces palabres. Est-ce qu'il n'y a pas une petite hypocrisie dedans, dans la mesure où on a plané ces divergences, mais quand on revient sur Abidjan, que chacun se retrouve dans sa chapelle, est-ce qu'on ne commence pas encore à les mêmes palabres? Pour aller un peu dans le sens de ce que Daoud a dit, par exemple, c'est-à-dire vous allez passer toute la période de carême dans les palabres et puis vous retrouvez à la Pâque pour régler les problèmes? La période de carême ne peut pas être un moment de palabre. La période de carême est un moment de pardon, est un moment de pénitence, est un moment de partage. Donc ça ne saurait être un moment de palabre. Ensuite, l'hypocrisie dont vous faites allusion, mais l'hypocrisie malheureusement fait partie de notre vie au quotidien. C'est la chose la mieux partagée. Voilà, sur les 365 jours de l'année, vous avez ces phénomènes-là qui gouvernent notre existence. Mais le plus important est l'état d'esprit de chacun, est une question de foi, est une question de disposition d'esprit. Alors, quelqu'un parlait tout à l'heure, Sarah, vous aviez une question, allez-y, je vous écoute. Non, c'était juste un petit commentaire rapide. C'est que, en tout cas, de ce que je constate depuis que je vis en Côte d'Ivoire, et j'en suis ravie, c'est qu'on est ivoirien avant tout. En fait, il y a des musulmans, il y a des chrétiens. D'ailleurs, cette année, le carême et le ramadan coïncident un peu. On est ivoirien avant tout. Et l'alliance des religions, pour moi, est une sorte d'outil de paix. Je voudrais juste savoir ce que vous en pensez par rapport à ce point, justement. Pas que des personnes qui appartiennent à d'autres partis politiques, mais d'autres religions également. J'ai pas bien suivi. Vous pouvez reprendre? Oui, je voudrais juste en fait avoir votre opinion sur l'alliance des religions et comment est-ce qu'on vit en harmonie, en tout cas en Côte d'Ivoire, avec en étant des confessions différentes. Ah ben oui, on vit en harmonie. Quand vous prenez dans les villages, il n'y a pas qu'une seule religion. Vous avez une pluralité de religions. Vous allez trouver des musulmans, vous allez trouver des chrétiens, vous allez trouver des animistes.
Donc tout ça, ça fait partie de l'écosystème. Et donc, il y a une parfaite cohabitation, il y a une parfaite coopération, une collaboration, et ça aide même à régler pas mal de problèmes. Très bien. On n'a pas encore entendu en Côte d'Ivoire qu'il y a eu une crise religieuse. Et on a des jours fériés pour tous en plus, ça c'est sympa. Ça c'est sympa. Alors justement, quelqu'un en parlait tout à l'heure, je crois que c'était, je ne sais plus, qui évoquait le fait que cette célébration-là soit ethnitisée. Voilà. Je crois qu'on a fait un néologisme comme ça. Mais alors, comment vous invitez d'autres communautés à vous rejoindre? Parce qu'on a l'impression, on dit clairement pas que nous, c'est la fête des baoulés. C'est ça. Mais qu'on sorte un tout petit peu de ce cliché-là, est-ce qu'il y a un petit... Pourquoi on ne ferait peut-être pas, dans mon esprit, des formes de célébration un peu éclatées pour que les personnels de maison aussi ne désertent pas les lieux de travail au risque de perdre leur emploi? Parce que c'est un phénomène quand même dont on ne parle pas suffisamment. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous faites pour inviter d'autres communautés? Mais je ne suis pas d'accord avec vous quand vous indexez ce moment-là comme un moment comme si on vivait en autarcie ou en vase clos. C'est pas le cas. Ah oui, chaque baoulé sort dans son village? Non, c'est pas le cas parce que c'est ouvert. C'est ouvert, en plus du fait que nous portons une telle activité, mais il y a ce sens de l'hospitalité, il y a ce sens de l'accueil. On est tout le temps en train de vivre avec les autres. Et puis, nous ne nous marions pas entre nous. Nous avons des baoulés qui sont mariés à des Françaises, à des Bétés, à des Guérés, à des Camerounais, à des Gabonais. Donc on ne peut pas parler d'ethnitiser la fête de Pâques. Très bien. Ce n'est pas le cas. En plus, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'on la délocalise, on la célèbre aussi à Abidjan. Les spécialistes en événementiel ont saisi aujourd'hui cette opportunité-là pour développer un certain nombre de concepts. Dans votre village, qu'est-ce qu'il y aura rapidement avant de recevoir le président? Alors, dans notre village, nous avons décidé de nous retrouver autour de nos ministres Patrice Kwame et Amédée Kouakou, qui sont des cadres de ce village, pour faire une grosse célébration. Comment s'appelle votre village? Abli. Abli. Abli est un village de la commune de Toumoudi. Donc, cette fête de Pâques, autour de la triptyque unité, fraternité, solidarité. Très bien. Nous nous retrouvons autour de ces deux fortes personnalités avec l'ensemble des cadres et toute la population du village et des autres populations. Et on sera là pour... Et on va faire la fête. On est invité, j'espère. D'office, automatiquement. Daouda, voilà, enfin, alhamdoulilah, les mains de... Monsieur le Président, s'il vous plaît, avec votre permission, nous vous accueillons comme tous les jeudis. Voilà. Bonsoir, Monsieur le Il aime Président. la Pâques. Ben oui, forcément, Monsieur le Président. Monsieur le Président, bonsoir. Je vous permets de... Voilà, installez-vous là. D'accord. Ça tombe bien, côté d'Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Voilà. Monsieur le Président, il y a eu la fête de la renaissance du PPACI. Vous avez eu vent de... Bien sûr. Vous savez, je revenais de Yopougon. Bien évidemment, j'étais avec Dominique. Nous étions bien sûr allés, bien évidemment, passer un bon moment au bord de l'eau. Et quand je revenais, tout à coup, j'étais dans ma voiture et j'ai vu sur la route beaucoup de jeunes filles claires. Je veux dire les jeunes filles guérées, etc. Et en plus, je voyais des boîtes de sardines vides sur la route. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il me semblait qu'il y avait un rassemblement du PPAC. C'était ça les indicateurs pour vous? Ah, ben, bien sûr. Je me suis dit, ah ben, c'est des sardinards également. Oh là là, Monsieur le Président, vous êtes un peu dur quand même. Partant de cela, on pourrait bien évidemment envisager une alliance. Et donc, d'ailleurs, j'avais 3 cartons de sardines encore dans ma voiture. D'accord. Monsieur le Président, partagé cela. Vu que vous parlez de célébration et tout ça, on parle rapidement de la cérémonie d'ouverture de la CAN. Ah ben, bien sûr, qui est un événement important. Vous savez, je suis sur les réseaux sociaux et j'ai vu, bien sûr, ses supputations quant au maintien de Fally, disons à son choix pour animer la CAN. Vous savez, moi, je suis un grand fan de Fally. Ouais. Voilà. Non, monsieur le Président, c'est pas on comprend. Donc, je voudrais rassurer tout le monde. J'ai eu ce matin même Idriss Diallo au téléphone, le président de la FIF. Et bien sûr, je lui ai donné des instructions. Je lui ai dit qu'il faut que nous ayons des grands noms africains, et particulièrement ivoiriens. Alors, vous avez une liste? Ah, mais bien sûr. Allez, dites-nous quelques noms déjà, monsieur. Les artistes qui seront là, notamment Afou Keïta, pour l'ouverture de la CAN, Mawa Traoré, Lili Djeli, Petit Papou,
Ousmane Cissé. Mais président, finalement, Je peux vous dire que nous avons autant une mettez longue les on est en ligne. Pâques, il n'y a pas d'artiste Baoulé, Monsieur le Boss Président. Bon, Guessens. écoutez, Bon. nous allons voir cela. Mais Très je peux bien. vous dire qu'au niveau des instrumentistes qui vont animer la CAN, nous avons, je crois, Laurent. Voilà. Nous Laurent? avons Laurent au piano. Merci, Je monsieur parle le de président. Laurent Serré. Ah, Laurent Seria, d'accord. Laurent Serré, qui est un grand pianiste qui va animer la CAN. Merci, monsieur le Et président. Il faut souhaiter une bonne fête de Pâques à tous nos frères musulmans et leur dire que, en plus des forces de sécurité qui sont là, j'ai également mobilisé 20 000 dozos qui vont sécuriser ces fêtes. Et voilà, c'est un grand bonheur pour moi d'être avec vous. Merci, encore monsieur à le nouveau. Président. C'est toujours Certainement bien. de la vous avoir. semaine prochaine. On vous recevra, monsieur le Président. Sarah, on part ensemble. Si vous le À souhaitez. Paquino. Voilà, parce À que- Paquino. bien Merci sûr. beaucoup à tous. On a été très heureux d'être en votre compagnie. On vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro du Grand Talk. Merci. Veuillez laisser vos Allez, questions. merci. Merci. Allez, Brice, bravo. Merci, monsieur le Président.